Je vous propose de continuer la réflexion. Je vous propose de continuer la réflexion qu'on avait entamée la semaine dernière et la semaine d'avant sur la meilleure façon d'aborder la prise en charge des patients peu ou non communicants sous un tout autre angle. Nous ne sommes pas tout seuls, nous ne sommes pas les seuls à nous poser cette question. L'équipe de neuroréanimation de la Salpêtrière a trouvé des éléments de réponse qui m'ont semblé fascinants quand je les ai croisés au cours de différentes recherches, qui m'ont semblé lumineux et en parfaite phase avec ce que nous appelons la démarche palliative. Donc avec et si répondre à des questions compliquées, c'était finalement assez simple du moment qu'on se mette à plusieurs et qu'on fasse avec une certaine intelligence. En plus, ils ont fait ça ensemble, soignants et médecins. Donc il y a toutes les raisons de les accueillir avec bonheur. Merci beaucoup. On est très content d'être là, merci beaucoup Jérôme. Donc on va vous parler d'une étude qu'on a menée avec les paramètres et les chercheurs du labo de l'ICM de Hélène Nakache à la Pitié, qui s'appelle Doc Feeling. Alors Doc, déjà pour commencer, ça fait penser à docteur, mais en fait c'est pour Disorder of Consciousness. Et on a l'habitude de parler de doc meeting, de patient doc, c'est rentré dans notre langage courant, c'est un biais de petit abus de langage, mais sinon je sais pas, le staff trouble de conscience, c'est trop long. On dit tous doc meeting, des patients doc, bilan doc, et donc on a appelé ça doc feeling. Mais ça n'a rien à voir avec les docteurs, et d'ailleurs doc feeling c'était essentiellement le personnel paramédical, les infirmiers, infirmières, soignants et soignantes qui évaluent les malades. Donc on a divisé en deux parties. Je vais commencer avec une petite introduction sur la conscience, des petits rappels un peu physiologiques et des techniques d'évaluation de la conscience plutôt basées sur la neuroimagerie ou l'EEG, pour vous montrer qu'on peut faire des choses très compliquées. Et puis après, Gwen va vous montrer, en fait, on s'est dit, et si des trucs plus simples, ça pouvait aussi être très utile, et on va vous montrer que ça marche. Voilà. On n'a pas de conflit d'intérêt. Donc pour commencer, pourquoi nous on s'intéresse à la conscience en réanimation? Vous savez, je pense tous que la conscience est fréquemment altérée chez les patients en réanimation, à la fortiori quand ils sont en réanimation à cause d'une agression cérébrale, traumatisme crânien, arrêt cardiaque avec anosmie cérébrale, etc. Le retour à la conscience en réanimation, il peut être très tardif, très progressif et tardif. L'état de conscience à un moment donné en réanimation et l'état de conscience projeté, les chances de retour à l'état de conscience ont un impact majeur sur la décision de limitation et d'arrêt des thérapeutiques actives en réanimation. Il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y a une étude nord-américaine, canadienne qui dit que dans les réanimations neurologiques, les neuroréa, 70% des décès sont dus, en tout cas surviennent dans un contexte d'arrêt des thérapeutiques actives. Donc c'est vraiment des décisions médicales. C'est rare de mourir vraiment juste du cerveau. Et voilà, c'était ça. Donc vraiment pour nous c'est un enjeu majeur, à la fois au moment où on discute, parce qu'évidemment si un malade on sent qu'il est déjà en train d'émerger, on a de bon espoir que l'outcome soit favorable à distance. Et puis après il y a un autre aspect dont on ne parlera pas aujourd'hui de neuropronostic, mais c'est de prédire quelles sont les chances de retour à la conscience, qui sont comme, vous pouvez vous en douter, assez difficiles en fait. C'est de prédire le futur d'un cerveau agressé, d'un cerveau abîmé, en termes de retour à la conscience, sachant que la conscience, déjà, c'est un truc qu'on ne comprend pas complètement. Donc c'est très ambitieux, mais c'est notre travail, on est obligé d'essayer de prédire pour savoir quand est-ce qu'il faut continuer la réanimation, quand est-ce que c'est 20 et qu'il faut arrêter. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience pour vous? Qui veut se lancer? Attention, c'est enregistré. On a tous une intuition de ce que c'est quand même, normalement. On le vit à la première personne. Personne ne veut se lancer. Vous n'y attendez pas. Alors voilà le genre de définition qu'on trouve dans les dictionnaires, des définitions grand public. Capacité de se rapporter, de reconnaître, de prendre conscience de soi et de l'environnement, et d'interagir de façon adaptée. On voit que c'est assez flou en fait. Alors en neurologie, a fortiori en neurosciences, les gens ont essayé de faire une définition beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus simple. Ceci dit, c'est une définition que je vous propose là, avec laquelle tout le monde n'est pas d'accord, même dans le milieu de la recherche sur la conscience.
Donc là, la définition que je vous propose, c'est la définition de la conscience d'accès. C'est-à-dire, être conscient, c'est être capable d'avoir de la cognition consciente. Alors, ça fait un peu tautologique, mais en gros, c'est notre petite voix interne. Je suis capable de me rapporter des états mentaux à moi-même, des souvenirs, des perceptions. Je suis un peu sale, avec des gens qui ont l'air attentifs, etc. Je suis un peu stressé. Tout ça, c'est des choses que je peux me rapporter à moi-même. Quand on dit ça, on a l'impression du coup que c'est très lié au langage, mais en fait, évidemment, si on est aphasique et qu'on n'a pas de langage, on peut se rapporter des états mentaux aussi et avoir un vécu subjectif de certains processus cognitifs, et on est capable de le rapporter à autrui. Et en fait, nous, en tant qu'observateurs, en tant que médecins, en tant que soignants, c'est par ce biais de la rapportabilité qu'on est capable de savoir si quelqu'un est conscient. Et donc, première difficulté, notamment en français, c'est que ce critère de rapportabilité, c'est ce qu'on appelle la conscience d'accès, par rapport à la conscience phénoménologique, ça fait appel à l'interaction avec le patient, et en fait on utilise le même mot. Et c'est un problème, vous allez voir. On va dire que pour dire que quelqu'un est conscient, il faut être capable de montrer qu'il est capable de prendre conscience de quelque chose. C'est la forme transitive ou intransitive de la conscience. En anglais, ils ont deux mots pour ça. Pour dire être conscient ou pas, là on est tous conscients quand on est en sommeil lent profond ou en anesthésie générale, on n'est pas conscient. Ils disent comme nous, to be conscious or not conscious. Mais pour dire prendre conscience de quelque chose, nous on utilise le même mot, la conscience, eux ils disent to be aware of something. Pour les gens de ma génération, il y avait des célèbres mimes et blagues avec Jean-Claude Van Damme, to be aware, I'm aware, etc. Mais nous, aware, on traduit ça par je suis conscient de. D'accord ? Et donc c'est une première difficulté, et vous allez voir après quand on va discuter la classification de la conscience, on dichotomise entre éveil et conscience. Ça paraît bizarre en français parce qu'on dit la conscience, on la distingue en deux axes, la vigilance et la conscience. Mais il y en a un qui inclut dans l'autre, c'est bizarre, mais parce qu'en fait ça vient des Anglais où ils disent la conscience, c'est wakefulness ou awareness, wakefulness ou arousal pour éveil, et awareness. Et nous, awareness, on traduit ça par conscience de en fait. Bon, je vous remontrerai après. Si c'est pas clair. Alors pour vous montrer à quel point c'est hyper fragile cette prise de conscience de quelque chose, parce que c'est quelque chose, ça, autant on a tous un vécu subjectif, on a l'intuition de comprendre ce que c'est que la conscience, puisqu'on est conscient tous les matins qu'on ouvre les yeux, mais pour appréhender ce que c'est que la conscience d'accès, et à quel point c'est fragile, et à quel point on est conscient de très peu de choses, de tout ce qui se passe dans notre tête, il y a plein de petites expériences marrantes, donc je vous en montre une là, j'espère qu'elle va marcher, ouais c'est bon. Donc ça c'est un truc tout bête, perceptif de bas niveau, si ça veut bien marcher. Si je fais ça. Après, il faut éteindre la lumière pour que ça marche. C'est une illusion visuelle. Alors, vous avez, donc, il y a 3 points jaunes qui sont tout le temps présents à l'écran, d'accord? Ils sont tout le temps là. Il y a un point vert qui clignote au milieu et une mire avec des machins bleus qui tournent. Et en fait, si vous fixez attentivement le petit machin vert qui clignote, vous allez voir que de temps en temps, les machins jaunes disparaissent. C'est totalement indépendant de votre volonté, c'est complètement hectique, c'est imprédictif, et si vous vous concentrez très fort sur le vert, par moment les 3 points jaunes disparaissent. Et on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est le flux de la conscience, quoi, de la conscience d'accès. Il y a des trucs qui sont filtrés, il y a des choses qui accèdent à notre champ de représentation consciente, et évidemment quand le truc jaune disparaît, vous ne pouvez pas le rapporter, vous n'avez pas conscience, pourtant il est là. Donc voilà, c'était juste pour dire à quel point cette conscience d'accès, elle est super fragile en fait. Donc voilà les schémas habituels, wakefulness, ou arousal, l'éveil, ou la vigilance, en français, on va dire que c'est pareil, et awareness, et nous en anglais, en français on traduit conscience d'accès. C'est bizarre, donc voilà, et en anglais c'est plus simple. Alors voilà, nous on est là-haut, on est awake, on est éveillé, et on a de la conscience d'accès, on accède à des choses qu'on est capable de rapporter là, tout en ce moment. Et puis quand on s'endort, par exemple, ou quand on est sous anesthésie générale, ça descend en gros de manière un peu proportionnelle. Quoi. Le matin, quand on se réveille, on n'est pas tout à fait en haut, on est un peu plus bas, on est moins réveillé, on a moins de conscience d'accès, on a un peu plus de difficultés, puis après le café, ça va mieux. Et puis dans la nature, il y a des états un peu dissociés, il y a le somnambulisme. Il y a des gens ont un comportement qui ressemble à un comportement de sujet éveillé, mais pourtant, leur cerveau ne fonctionne pas de manière adéquate pour avoir des représentations conscientes rapportables, et ils ne sont pas conscients. Ils n'ont pas de conscience d'accès. Et puis l'autre, dissociation, qu'on voit dans la nature, c'est le sommeil paradoxal. Là, les sujets, ils ont un comportement de sujets endormis, donc on a plein de trucs qui sont éveillés, et pour autant, ils ont une cognition riche
Et si on les réveille, hop, ils sont capables de raconter leurs rêves, c'est rapportable, ils en avaient conscience. Et alors en fait, on voit une première limite, là c'était ça, en fait, quand on dit ça, quand on dit que les sujets en sommeil paradoxal, ils sont conscients mais pas éveillés, en fait c'est faux. Parce que le système de l'éveil, il est actif, mais d'une façon particulière. On va y revenir après, mais le wakefulness, l'éveil, la vigilance, c'est sous le contrôle du tronc cérébral, c'est en gros l'interrupteur du cerveau. Et en fait, quand on est en sommeil paradoxal, il est allumé, mais bizarrement. C'est-à-dire qu'on est conscient que de représentations internes, on est presque complètement préservé du monde extérieur, pas complètement, parce qu'on peut se réveiller. Et les inputs sont coupés. Si on rêve qu'on court, vous savez qu'ils sont tous maintenant, que le cerveau fonctionne comme si on courait pour de vrai, mais que normalement, les gens ne bougent pas. Sauf dans certaines maladies. Il y a des dysfonctionnements de ce système de blocage. On appelle ça les troubles du sommeil paradoxal. C'est très fréquent dans la maladie de Parkinson, par exemple. Les gens ils tapent la femme, en général, souvent des hommes, et en fait, ils rêvent qu'ils courent. Donc jusqu'ici, c'était à peu près simple, éveil, conscience. Et en fait, après, les réanimateurs sont arrivés et ils ont maintenu en vie des malades qui étaient gravement, qui avaient des lésions cérébrales très graves. Je suis désolé, c'est en anglais. Ouais. Et en fait, on a commencé à avoir des patients qui ouvraient les yeux en réanimation, et pourtant, on n'avait pas de signes qui pouvaient laisser supposer qu'ils étaient conscients, qu'ils avaient conscience de quelque chose. Il y a eu, donc c'est dans les années 70, c'est Janet et Bloom aux États-Unis qui ont décrit ça. Seems that there is wakefulness without awareness. Il semble qu'il y ait de la vigilance, de l'éveil, sans contenu conscient. Et les gens se sont pris la tête pour savoir comment il fallait appeler ça. Alors, il y a ce cartoon qui est rigolo, de Vidic. La stupeur léthargique, la stupeur hypertonique post-comateuse. Enfin, chacun y allait de son petit nom, et c'est état végétatif qui a gagné. Proposé par Janet et Bloom en 72. C'est ce qui est resté jusqu'à très récemment. C'est contrôlé par l'électroencéphalogramme ou par l'imagerie? L'état végétatif? Ouais, par rapport à ça. C'est une définition purement clinique. On va y revenir, mais c'est un patient qui a un système de l'éveil qui fonctionne. Et donc ça, cliniquement, on l'observe par une ouverture spontanée des yeux, et même assez souvent des rythmes éveil-sommeil qui réapparaissent, plutôt calés avec la lumière, donc des patients qui ont plutôt les yeux fermés la nuit, plutôt ouverts la journée, clignement spontané. Et si un patient a l'air endormi, par exemple, dans son lit, si on l'appelle, si on le stimule, il peut ouvrir les yeux. Donc le système de l'éveil qui est sous-tendu en fait par une structure, une structure neuroanatomique assez distribuée, en fait, qu'on appelle toujours la substance réticulée activatrice. C'est très compliqué. Il y a plein de petits noyaux, et ce terme de substance réticulée activatrice ascendante, il date des années 50, où Moruzzi et Maboun coupaient des cerveaux de chats, à l'époque c'était autorisé. Ils regardaient en gros le EEG des chats. Ils se sont rendus compte que s'ils coupaient entre le bulbe, donc la partie basse vraiment du tronc cérébral, très près de la moelle épinière, et la protubérance, le EEG de chat n'était pas trop altéré. Et s'ils coupaient au-dessus de la protubérance, donc vraiment un niveau au-dessus dans le tronc cérébral, il y avait un EEG de coma profond. Et donc ils se sont dit, dans la protubérance, il y a un truc qu'ils ont appelé la substance réticulaire ascendante, qui est en gros l'interrupteur du cerveau qui permet d'avoir un état de fonctionnement du cerveau qui permet la conscience. Mais cliniquement, on l'observe par le comportement d'éveil sur l'ouverture des yeux. En fait. Donc l'état végétatif, c'est défini comme ça. Mais on va y revenir après sur les échelles plus modernes. Donc ça c'est connu depuis les années 50. Il y a plein de travaux, notamment avec les gens qui travaillent sur le sommeil. C'est des structures qui sont très impliquées dans la narcolepsie, etc. Il y a plein de petits noyaux qui ont tous différents neuromédiateurs. Mais une notion importante de cette substance réticulaire activatrice ascendante, c'est qu'elle projette sur quasiment tout le cortex et les thalamus, le thalamus. Et elle joue vraiment un rôle d'interrupteur. C'est elle qui contrôle l'éveil, quand on est éveillé, les différents stades de sommeil. Et si elle est détruite, le patient est dans un coma profond, irréversible. Mais néanmoins, si elle fonctionne, ça ne suffit pas pour être conscient. Typiquement, l'état végétatif, si on imagine un cerveau où la réticulée fonctionne, mais par exemple le cortex cérébral, on va avoir un éveil comportemental, le patient va avoir des périodes d'ouverture spontanée des yeux, mais il n'aura pas de possibilité de cognition consciente. C'est ça, l'idée du l'état végétatif, c'est ça.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut en plus qu'une substance réticulaire activatrice excellente dans le tronc qui fonctionne? Et bien là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un sujet de recherche très actif. Alors, pour simplifier, on peut dire, en tout cas, c'est la vision qu'on a, nous, au laboratoire, mais parce que c'est très rattaché à une des théories de la conscience, alors qu'il y en a plusieurs, c'est un réseau cérébral de la conscience. Vous voyez que ça reste très vague, qui permet la conscience d'accès. Et il faut du cortex, notamment du cortex sensoriel, pour être conscient de scènes visuelles. Il faut un cortex occipital qui traite les informations visuelles. Ça va être ça. Il faut en plus une fonctionnalité de régions qu'on appelait avant les régions associatives, notamment préfrontales et paréto-temporales. On les appelait associatives parce que quand elles étaient détruites, ça ne donnait pas un déficit évident, comme par exemple quand on détruit le cortex occipital, les gens sont aveugles. Si on détruit des régions du cortex auditif primaire, les gens sont sourds. Mais le cortex associatif, préfrontal et paréto-temporal, il faut vraiment des lésions énormes qui aient des répercussions cliniques. Et en fait, ces régions, c'est des espèces de hubs qui traitent de l'information de très haut niveau, et c'est systématiquement impliqué dans les troubles de conscience. Si on regarde par exemple des patients sous anesthésie générale, ces régions sont hypoactives. Si on compare des patients en état végétatif avec des patients conscients, on se rend compte que ces régions associatives sont beaucoup moins actives. Si on regarde des patients en sommeil lent profond versus sommeil paradoxal, on se rend compte qu'en sommeil lent profond, où il n'y a pas de conscience, ces régions sont hypoactives, etc. Et qu'il faut des capacités de modulation et d'amplification attentionnelle. Je ne détaillerai pas. Donc voilà, un interrupteur, et après, en gros, presque tout le cerveau. Enfin, surtout les régions associatives. Et alors, comment on évalue la conscience en clinique? On utilise des scores. Alors déjà, on fait un examen neurologique un peu sérieux, mais en plus, on utilise des scores, et donc il y en a plein, on ne va pas tous les détailler. Vous connaissez tous le score de Glasgow, qui est connu de tous les médecins, et de quasiment tout le monde, même dans les séries et tout. Il y en a un autre qui s'appelle le Force Score, je ne vais pas le détailler, mais qui est un peu plus récent et un peu plus. Le score de Glasgow, c'est des années 70 aussi, c'est à peu près la même époque que le bêta végétatif. Et puis il y a une autre échelle que je vais présenter plus en détail, qui s'appelle la CRS-R, pour Coma Recovery Scale Revised, donc l'échelle de récupération des comas, qui est le gold standard de l'évaluation clinique de la conscience. Tous les gens qui font de la recherche là-dessus utilisent ça. Donc il y a, je mentionne brièvement ces recommandations récentes, récemment, de l'European Academy of Neurology sur le diagnostic et l'évaluation des états de conscience altérés et des comas. C'est bien fait, et ça reprend plein de points importants. On va y aller rapidement, enfin, c'est des choses assez évidentes. Hein. Les échelles, c'est bien, mais il faut faire un examen neurologique complet, notamment pour évaluer des éventuels déficits. Hein. C'est évident qu'un patient, par exemple, qui aurait des lésions hémisphériques gauche, avec probablement soit un trouble du langage, soit un trouble sensitivo-moteur de l'hémicorps droit. Si on lui demande serrez-moi la main droite, il a deux raisons pour ne pas le faire, alors qu'il peut être conscient. Il peut ne pas comprendre la consigne, parce qu'il est aphasique, et il peut ne pas pouvoir bouger, parce qu'il est paralysé. Donc les scores, il ne faut pas les faire de manière aveugle, il faut les interpréter toujours dans un contexte. Dans le milieu de réanimation, le Force Score, c'est mieux que le Glasgow, notamment parce que le Glasgow, vous savez, il y a la réponse motrice, la réponse oculaire et la réponse verbale. Et la réponse verbale pour un malade intubé, c'est pas facile. Hein. Donc en fait, souvent en réanimation, quand on fait le score de Glasgow, on prend que 2 items sur 3, donc c'est très pauvre. Le Force Score, il a été designé pour être faisable chez les patients intubés ventilés, donc il est plus adapté. Alors on avait mis dans les recommandations, même si moi je trouvais ça un peu too much, qu'il faut soulever les paupières d'un malade quand on évalue un trouble de conscience. C'est tellement évident pour un neurologue, mais en fait, apparemment l'expérience montre que tout le monde ne le fait pas. Et donc notamment, ça c'est important pour détecter par exemple un patient qui serait un locked-in syndrome. Vous savez tous ce que c'est un locked-in syndrome? Ça c'est... Gwen va vous montrer après que les soignants savent ce que c'est qu'un locked-in syndrome. Mais donc c'est les gens qui sont enfermés dans leur corps, qui sont conscients mais qui sont complètement paralysés. Alors, dans la grande majorité des cas, il y a un petit mouvement oculaire qui est préservé, et puis ça permet de communiquer en établissant un code binaire oui ou non. Il y a un livre célèbre en français de Scaphandre et le papier, puis un film même qui relate l'histoire de j'ai oublié le nom de l'auteur. Voilà, merci. Qui relate son expérience assez intense. Donc voilà, des fois les patients, s'ils ont une diplégie faciale et en plus une atteinte des releveurs de la paupière, en fait, il suffit d'ouvrir les yeux et le mal nous regarde.
Et voilà quoi. Et si on lui dit bouger l'œil vers le haut, il bouge l'œil vers le bas. C'est sûr que si on ne bouge pas les deux, on ne peut pas le voir. Utiliser un miroir pour tester la poursuite visuelle, donc ça on va y revenir après, mais c'est quelque chose de. En gros, je pense qu'une découverte intéressante des dernières années, c'est que quand on teste un mal qui a un trouble de conscience, déjà, ça intuitivement, la plupart des soignants le font, on va appeler la personne par son prénom. On a tous, normalement, enfin, grande majorité, plus l'habitude qu'on nous appelle par notre prénom que monsieur ou madame machin, sauf dans certains milieux sociaux. Et en fait, pour les malades, on fait pareil. On les appelle par leur prénom, c'est beaucoup plus éveillant, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est quelque chose. Le propre prénom, c'est quelque chose de très particulier. Ou même le petit diminutif, quoi. Et en fait, peut-être que pour les stimuli visuels, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps que les humains, on est très attirés par les visages des autres humains. On voit bien chez les patients frontaux, ils scotchent comme ça sur les visages, c'est très attractif chez les bébés aussi. Et donc un visage, quand on veut tester la poursuite visuelle d'un malade qui a un trouble de conscience, qui est un peu dans un état de conscience altéré, il va plus facilement suivre votre propre visage, par exemple, que la lampe ou le stylo, quoi, comme dans les films. Il va plus probablement suivre le visage d'un de ses proches que le vôtre. Et en fait, il suit, dans un bon nombre de cas, encore plus facilement son propre visage dans un miroir que le visage de ses proches. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir beaucoup, quoi. Son visage, ça dépend encore une fois des gens. Et donc, pour tester la poursuite, et donc je vous montrerai, il y a vraiment des études, il y a au moins 3 belles études qui ont montré qu'il y a des malades chez qui, si on leur colle un miroir devant les yeux, ils scotchent et ils suivent le miroir, et c'est tout ce qu'ils suivent. Donc, moyennant quoi, si on ne teste pas avec le miroir, on peut passer à côté d'une poursuite visuelle. Or, poursuite visuelle, c'est incompatible avec l'état végétatif. C'est dans les classifications, alors après on peut discuter, hein, mais dans les classifications, on considère que ça c'est un signe, et c'est même le signe, un des signes les plus fréquemment observés dans l'état de conscience minimal. Je vais vous raconter ce que c'est après. C'est un état plus riche que l'état végétatif. Il y a un peu, on pense très fortement qu'il y a un peu de cognition consciente. C'est pas peut-être aussi simple que ça, mais en tout cas c'est pour ça que ça s'appelle l'état de conscience minimal. Même si après c'est discutable en réalité. On y reviendra à la fin peut-être. Donc voilà, je mentionne la Nociception Coma Scale Device, qui a été nommée un peu pour faire référence à la Coma Scale Device, mais qui est plus une échelle, c'est pas vraiment une échelle faite, en tout cas c'est peut-être que je la comprends moi, pour évaluer la douleur d'un patient en état de conscience altérée, c'est plutôt essayer d'inférer l'état de conscience d'un patient en fonction de ses réactions à la douleur, c'est un peu dans l'autre sens. Et puis après, dans les recos de AN, on parle de dog feeling. Observation du comportement spontané, ça c'est pas nous, et intelligence collective des soignants, c'est ça, c'est dog feeling, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ça pour moi, c'était quelque chose d'important. Le force score, je passe, je pense que je suis pas sûr que ça soit. C'est vraiment pour la réanimation, je pense. Hein, il y a les patterns ventilatoires sur le ventilateur, etc. Mais en gros, voilà, c'est un Glasgow amélioré. Et donc la Coma Scale Device, elle se présente comme ça. Il y a 6 dimensions. Là, c'est une grille où on peut noter des scores un peu à des temps différents. Et en fait, donc, par exemple, on peut prendre la fonction auditive. 0, il n'y a rien, pas de fonction auditive, on peut faire tout le bruit qu'on veut, parler au malade, il ne se passe rien. 1, ça va être réflexe de sursaut au bruit. On tape dans les mains très fort et on regarde si le malade il a un sursaut au bruit. 2, ça va être localisation des sons. On va faire du bruit d'un côté puis de l'autre et puis on va voir si le malade tourne les yeux et ou la tête vers la source sonore. 3, ça va être mouvement reproductible sur demande, c'est-à-dire qu'il va y avoir des réponses à des ordres, mais pas de manière systématique, pas de manière suffisamment robuste pour établir par exemple un code de communication comme on va pouvoir le faire avec un patient de Lockton syndrome. Et puis 4, c'est le maximum, ça va être mouvement systématique sur demande. Donc là, c'est par exemple même un malade dans Lockton syndrome, si systématiquement quand on lui demande de bouger vers le haut ou vers le bas, il le fait, c'est un signe, c'est le maximum sur ce score. Et après, il y a fonction visuelle, fonction motrice, fonction verbale. On ne va pas tous les détailler. Ce qui est important, c'est que vous voyez, en vert, là, c'est des items qui sont plus compatibles avec un état végétatif. C'est des items où si on en a un, on dit le malade, il est en état de conscience minimale, il est au-dessus. Il a une cognition plus riche, très probablement avec de la cognition consciente. Et donc c'est, comme on l'a dit, mouvement reproductif sur demande. Ça va être de la poursuite visuelle. Alors, dans la CRS, il y a la fixation plus de 2 secondes sur une cible, ça c'est très discuté. Nous, on ne le prend pas vraiment en compte, mais dans l'échelle, ça a été fait comme ça. Localisation des objets, donc là on montre au patient 2 objets, c'est bon, on considère dans la chambre, un verre, une paire de ciseaux, on dit regardez le verre, si on a les yeux vers le verre,
capable de comprendre la commande et d'identifier l'objet. Dans les fonctions motrices, on commence à parler d'état de conscience minimale quand les patients ont des réactions adaptées à la douleur. Donc là, c'est comme dans le Glasgow, le patient va essayer d'enlever le stimulus douloureux. Voilà. Après, ça peut être des productions verbales intelligibles, donc par exemple, qui commence à prononcer des mots, puis on est allé choisir. Ou de la communication, une tentative de communication sur un petit protocole de communication très simple qu'il y a dans cette échelle. Donc en fait, elle est assez bien faite. Et puis après, il y a deux items qui font sortir de l'état de conscience minimale et qui font dire que le malade est conscient. C'est soit une communication fonctionnelle, on peut communiquer avec le malade, donc typiquement le syndrome, même si c'est juste sur un petit comportement moteur, ou la capacité d'utiliser deux objets différents. En tout cas, de démontrer que le sujet, le patient, comprend qu'on lui demande d'utiliser un objet et qui, en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on a une brosse à dents, un peigne, et on regarde si le malade il va vers la bouche ou vers le cuir chevelu. C'est le truc le plus simple. Donc ça permet de récupérer les patients par exemple où là, la communication, ça ne marche pas. La communication verbale est dysfonctionnelle. Donc ça, c'est la coma rétrovirexelle. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Non. Donc ça, c'est vraiment le gold standard. Tous les gens qui travaillent sur la conscience dans le monde, ils font ça tous les jours. C'est ça que vous utilisez au lit malade? Ouais. Alors pour nous, en réanimation, elle est vite faite, hein, en général. En fait, elle peut prendre du temps, les gens disent jusqu'à 45 minutes, quand vraiment on est dans les états limites. Ou par exemple, sur je sais pas, un malade qui aurait juste une capacité par exemple, de serrer la main. Bon, déjà, il y a toujours la question est-ce que c'est du grasping, est-ce que c'est vraiment du serrage de main volontaire. Et après, il faut faire des tests répétés. Serrez-moi la main, ne serrez pas la main. On prend des petits crayons, on fait des stats pour voir si c'est reproductible, quoi. Pareil pour les. Je sais pas, on peut imaginer par exemple sur la reconnaissance d'objets, un patient qui aurait des mouvements oculaires un peu spontanés, ça devient difficile, quoi, de savoir si c'est vraiment une orientation du regard vers l'objet. Enfin, dans les états limites, autour de l'état de conscience minimale, ça peut prendre du temps. Et quand c'est des patients vraiment qui ont une conscience très altérée, ça prend. Enfin, nous, patients dans le coma, quelqu'un qui a un Glasgow 3, ça prend 2 minutes de faire la CRS. Elle est à 0. Mais vous faites tous les jours ou vous faites une fois par séjour? Alors ça dépend. La CRS, nous, on l'utilise vraiment pour les bilans, ce qu'on appelle les bilans doc, les bilans neuropronostiques de troubles de conscience, et on essaie d'en faire une par jour. Voilà. On aime bien en avoir au moins 3. Les repos ouais, sur une semaine, nous on prend les malades une semaine, on les évalue et après ils partent. On n'a qu'une semaine. C'est pour ça que le doc feeling c'est précieux, vous allez voir après. Donc utiliser les miroirs, les petites références avec les 3 publics qui montrent que le miroir c'est beaucoup plus sensible pour détecter de la poursuite visuelle. Bon, je ne l'ai pas mis la slide, mais dans l'aspect neuropronostic, dès qu'on voit qu'un malade essuie des yeux, ça change son pronostic. C'est un truc de fou, hein. Ça multiplie par 3 les chances de récupération. Enfin, en gros, c'est un patient qui est en train d'émerger. Post-arrêt cardiaque, dans les jours qui suivent un arrêt cardiaque, il y a tout un algorithme pour décider quel est le mauvais pronostic, mais le malade, dès qu'il commence à suivre des yeux, et d'ailleurs, les réanimateurs dont on ne sait pas vraiment le sujet de recherche, intuitivement, ils le savent bien. Quand les malades ils commencent à suivre les soignants dans la chambre, ils disent bon, bah, c'est bon, il est en train de se réveiller, quoi. Mais en fait, une fois qu'on sait qu'on peut détecter ça avec un outil plus sensible, c'est hyper important de le faire, quoi, parce qu'on détecte beaucoup plus de poursuites visuelles. Donc si on met les différents troubles de la conscience sur notre petit graphe de dimension, la conscience normale, là il y a plein de terminologies. C'est en anglais, mais bon, c'est pareil en français, c'est délirium, confusion, conscience, stupeur, léthargie. C'est pour ça que les gens ont inventé le Glasgow, en fait, personne s'y retrouvait, et les gens avaient des définitions, d'un hôpital à l'autre, ils avaient des définitions différentes. Ils appelaient, ouais, je te transfère un malade, il est stuporeux, ah ok d'accord, il arrive, mais il est pas stuporeux, il est léthargique. Et en fait, et donc ils ont dit, bon, on va arrêter, on va faire un score, on va prendre le Glasgow, et tout le monde va parler le même langage. Donc maintenant, personne n'utilise ça, moi je ne sais même pas ce que ça veut dire, léthargique. Par contre, coma, ça c'est bon, coma, c'est les yeux fermés, pas de réaction motrice à la douleur, même à la stimulation douloureuse, tout le monde est à peu près d'accord. Et encore, il y a un vieux terme qui traîne et qui fait souvent, ça fait des problèmes de compréhension dans les médias, c'est le coma vigile. Coma vigile, c'était un des termes concurrents de quand on disait, avant qu'il y ait état végétatif, là, quand on discutait la stupeur, léthargie, post-comatose, il y en a qui disaient coma vigile, bah, c'est un coma, il est conscient, mais les yeux ouverts, alors il est vigilant. Donc c'est un coma vigilant, coma vigile. Et ça reste un peu. Hein. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, il y avait un buzz sur une patiente dans le coma qui s'était réveillée après 27 ans. Je sais pas.
Et en fait, c'était un problème de traduction. C'était un coma vigile, en fait. Donc c'était un état végétatif. Et effectivement, un patient en état végétatif, si par exemple il est bombardé d'antiépileptiques, parce que des gens à un moment donné ont décidé qu'il était épileptique et il est gavé d'antiépileptiques, et puis quelqu'un reprend le dossier et dit mais en fait il n'est peut-être pas si épileptique que ça, essayons de baisser les antiépileptiques, et ben c'est possible que le malade s'améliore à bout. Et donc cette patiente elle a été probablement passée d'un état végétatif à un état post-relationnel ou état de conscience minimale, et donc les gens ils se sont dit ça s'est transformé en coma depuis 27 ans réveillé. Mais donc coma, les gens sont quand même d'accord, et alors après l'état végétatif, ça c'est les gens ils ouvrent les yeux, voilà, spontanément. La réticulée fonctionne à peu près. Donc ça c'est facile. Donc là ils sont awake, ils sont éveillés, ils sont vigilants, mais ils n'ont pas de awareness, ils n'ont pas de contenu conscient. Et après entre les deux, nous on appelle ça en français, on l'appelle toujours d'ailleurs état post-relationnel. Il y a un peu plus de richesse que rien, mais c'est pas normal. Et après, dans ce milieu de recherche-là, on appelle ça état de conscience minimale, parce que bon, état de conscience minimale, c'est venu avec l'échelle de la CRS que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a des critères stricts, etc. Donc les gens parlent tous le même langage, c'est très utile pour la recherche, mais avec nos mots à nous, c'est état post-relationnel, c'est la même chose. Et là, c'est fixation visuelle, poursuite visuelle, réponse à des commandes verbales, localisation des stimulations sonores, des stimulations nociceptives, pardon, sonores aussi d'ailleurs, et verbalisation du délire. Donc voilà, ça c'est le schéma à peu près de présentation des troubles de conscience, qui en réalité est faux en fait, malheureusement. Parce que, on va y revenir après, mais on sait maintenant qu'on peut être cliniquement en état végétatif, cliniquement dans le coma, et en fait, être conscient. Là, par exemple, l'Leptin syndrome, on l'apprend tous, l'Leptin syndrome, pour ceux qui se rappellent de leur cours de neurologie. Alors, c'est en général une atteinte de la protubérance antérieure qui interrompt le faisceau cortico-spinal et le faisceau cortico-bulbaire. Donc, les gens sont tétraplégiques et avec une dysplasie faciale. Mais un des noyaux du 3 est toujours préservé et ils peuvent bouger l'œil. Mais en fait, alors on pourrait dire la nature est bien faite, on a de la chance, quand on est Leptin, on a toujours la capacité de communiquer. En fait, non, c'est que si on a les 2-3 qui sont fusillés, en fait, on n'a pas de possibilité de communiquer. Du tout. Mais pourquoi les gens sont conscients? C'est un peu le truc caricatural, heureusement, on pense que c'est rare. Donc voilà, alors les limites de l'approche clinique qu'on vient de voir, c'est beaucoup d'erreurs diagnostiques. Alors dans la littérature, tout le monde dit 40%, moi je trouve que c'est sûrement un peu surévalué, enfin j'espère, mais souvent dans le mauvais sens, dans le sens où les gens ne détectent pas des signes de conscience minimale. Alors après, en même temps, on imagine bien que c'est des gens, par exemple, qui ne cherchent pas la capacité visuelle avec le miroir, et que quand le malade est transféré dans un centre externe, ils arrivent avec leur miroir, le patient il passe brutalement d'un état végétatif à un état de conscience minimale juste parce qu'on a bien fait l'examen. Mais lorsqu'on utilise la CRS, lorsqu'on utilise la CRS, il faut en faire plusieurs, parce que les malades ils fluctuent, donc ça c'est très connu, notamment pour l'état de conscience minimale. En fait, il faut voir que nous, on fluctue beaucoup aussi, en fait, notamment en termes d'éveil et en termes de capacité de prise de conscience. Entre le matin, le soir, le café, le pas café, la privation de sommeil sur les gardes et tout, on n'est pas toujours dans le même état. Mais on fluctue très haut et donc ça se voit pas trop, quoi. On peut faire illusion, même si on est fatigué, ça va, on est capable de... Mais un malade qui serait à la limite, par exemple, où il va répondre à un ordre simple une fois sur deux, c'est vraiment il va le faire une fois sur deux, bah lui, s'il a un peu plus endormi parce que c'est pas son jour, et donc ça peut paraître comme un changement d'état énorme en fait, alors qu'en fait, il est juste un peu en dessous, il fluctue, donc tout le monde fluctue, on fluctue tous, mais quand on fluctue très haut comme nous, ça se voit pas trop, quand on fluctue à la limite, on est capable de faire un petit site clinique qui laisse voir à l'entourage qu'on est là et qu'on arrive à interagir, et ben il n'y a plus rien. Et donc ça peut être très... Donc du coup, il faut faire des examens répétés. Il ne suffit pas d'examiner une fois un malade pour dire c'est bon, il y a un état végétatif, c'est fini, quoi. En fait, il faut les examiner plusieurs fois, prendre en compte ce que voient les soignants, doc feeling, on y vient, et prendre en compte ce que dit la famille aussi. Même si la famille, probablement, dans un certain nombre de cas, ils ont un biais optimiste très fort, il n'empêche que, à l'inverse, s'ils ne voient rien, genre, par exemple, il n'y a pas longtemps, nous on avait un doute sur une poursuite visuelle chez un malade, et la famille nous a dit non, elle n'a jamais poursuivi des yeux. On s'est dit on doit se faire avoir. C'est quand même peu probable que nous on voit une poursuite visuelle que la famille n'a jamais eu. Alors ça pourrait, hein, si nous on le voit que au miroir, et que c'est que au miroir, et que le patient ne suit pas assez proche, c'est possible. Mais quand même, quand la famille dit quand le comportement n'est pas présent, c'est rare qu'il le soit en réalité.
donc après, comment on peut aller au-delà de l'examen clinique? Je n'ai pas fait gaffe, on a commencé à quelle heure? Je vais accélérer un peu, je ne vais peut-être pas tout faire. Donc il y a des outils de neurophysiologie, de neuroimagerie, pour aller au-delà de l'examen clinique, aller sonder vraiment le fonctionnement cérébral, pour essayer de voir s'il y a de la conscience ou pas. Donc il y a des examens structurels, hein, vous connaissez, le scanner, l'IRM, donc ça va être des corrélations, ça évidemment si un cerveau est complètement détruit au scanner, il y a peu de chances que le malade soit conscient. Mais ça ne sonde pas directement la conscience, c'est de la corrélation. Et après, il y a les imageries fonctionnelles. Là, on peut vraiment jouer à, par exemple, demander à des malades de faire des choses et regarder si on a l'impression qu'ils le font dans leur tête. C'est ça dont je vais vous montrer, en IRM ou en EEG. Et puis après, il y a d'autres techniques qui sont moins utilisées, notamment la TNS-EEG, c'est les Italiens qui ont développé ça, mais c'est à peu près les seuls à le faire. Et c'est que des outils de recherche. Alors, l'EEG quantitatif et l'EEG actif, vous allez voir, c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes ou c'est des choses qu'on fait quotidiennement. Donc celui-là, je pense que je vais passer. Je vais vous montrer un autre. Celui-là, il est mieux. Donc ça, c'est un peu comment dire, la démonstration la plus sexy de ce qu'on a pu faire sur ces 15 dernières années pour l'exploration des états de conscience altérés. Donc en fait, c'est basé sur le fait que quand on fait une tâche d'imagerie mentale, c'est un peu comme dans le rêve, si on imagine par exemple qu'on court ou qu'on joue au tennis, là, dans cet exemple-là, on va activer des régions cérébrales motrices. C'est comme ça. Et du coup, on peut utiliser ça pour faire presque de la lecture de pensée. Si on demande à des sujets sains qu'on met dans une IRM fonctionnelle et qu'on leur demande de faire deux tâches, ou alors une des deux tâches qui sont censées activer des régions cérébrales différentes. Donc, par exemple, jouer au tennis, ça va activer principalement l'aire motrice supplémentaire qui sert à la programmation du mouvement et des régions motrices. Et à l'inverse, si on demande de faire une tâche de visualisation spatiale, par exemple d'imaginer se balader pièce par pièce dans sa maison, ça met en jeu des régions cérébrales différentes, plutôt pariétales, de représentation spatiale et temporales internes hippocampiques pour se rappeler comment c'est fichu et comment on navigue pièce par pièce dans sa maison. Donc c'est vraiment deux matrices corticales différentes. Et bien après, si on met quelqu'un dans l'IRM et qu'on lui dit vas-y, fais ce que tu veux, imagine soit que tu joues au tennis, soit que tu te balades dans ta maison, et qu'on regarde les régions qui s'activent dans son cerveau, on peut deviner ce qu'il a imaginé. C'est bon? Et ça marche très bien. Et donc en fait, l'équipe de Adrian Owen et Stephen Lorays à Liège, qui sont des stars un peu de l'exploration de la conscience, ils ont essayé de faire ça sur un malade, donc ça c'était leur premier papier dans Science en 2006, une patiente qui était en état végétatif après un traumatisme crânien depuis longtemps, j'ai oublié combien de temps, mais longtemps, plusieurs mois. Et ils se sont rendus compte que quand on lui demandait d'imaginer bouger dans sa maison Spatial Navigation Imagery ou de jouer au tennis, elle activait soit l'aire motrice supplémentaire, soit des régions pariétales, comme les contrôles qui sont en dessous. Donc cette publication a fait beaucoup de bruit, on dit en fait cette patiente elle n'est pas en état végétatif, elle est consciente. C'est juste qu'elle a un problème de réponse aux commandes verbales, enfin elle ne peut pas bouger, pas arriver. Donc là, vous voyez par exemple, ici, là, on regarde l'activation de l'aire motrice supplémentaire en fonction du temps. Là, on demande à la patiente de bouger. Hop, l'effet bold, donc l'activation de cette région corticale augmente. Et puis on lui dit d'arrêter, ça descend. Et puis ainsi de suite. Donc c'est vraiment c'est comme si on demandait aux gens de serrer la main, sauf qu'on va regarder directement ce qui se passe dans le cerveau, quoi. En fait. Et donc après, la même équipe un peu plus élargie avec Martine Monti, ils ont screené 50 patients en état végétatif, ils ont trouvé 5, donc 10%, qui étaient dans cet état de dissociation. Pas de réponse clinique, pas de preuves cliniques qu'ils sont conscients, mais quand on les met dans l'IRM fonctionnel, on a l'impression qu'ils foncent pas vraiment. À l'époque, il n'y avait pas encore vraiment de nom pour désigner ces patients. Je vous passe les détails, après tout le monde s'est mis à chercher ces dissociations, et le chiffre communément admis, pour les patients chroniques, c'est 15% de patients chroniques en état végétatif qui seraient dans cet état dissocié, où en fait, avec l'imagerie cérébrale, on voit des choses plus riches que l'examen clinique. Ça fait peur, mais c'est comme ça. C'est plein d'autres choses. Donc après, tout le monde a essayé, parce que là ça c'est l'IRM fonctionnel. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, mais c'est un chantier l'IRM fonctionnel. Il faut mettre le malade dans l'IRM déjà. Il ne faut pas qu'il bouge. Il faut lui demander à la fois bouge ou bouge pas. Il faut analyser le flémol, il faut des chercheurs qui font du MATLAB pour analyser les données. Enfin, c'est pas comme faire un flair sur l'IRM, quoi.
Donc, et puis ça prend du temps, etc. Et donc les gens se sont dit, on doit bien réussir à faire la même chose avec un EEG, quoi. Et puis c'est plus fonctionnel. En plus, l'effet Bolt dans l'IRM, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça mesure l'augmentation de débit sanguin cérébral dans certaines régions corticales. Donc il faut y aller, hein, c'est quand même assez... c'est rustique en fait, la technique est belle, mais le phénomène qu'on observe, c'est des augmentations de débit sanguin cérébral dans le cortex. Alors que l'EEG, c'est plus en lien avec la physiologie des neurones, quoi. Et donc il y a plein de gens qui ont essayé, et ça marche en fait, on a mis du temps à trouver que ça marche, quand la publication c'était en 2011, et donc je vous montre là, c'est un travail que j'ai fait pendant mon postdoc à New York avec Yann Klassen. Donc là c'est chez les malades de réanimation, donc dans les jours qui suivent une agression cérébrale aiguë, arrêt cardiaque, traumatisme crânien, hémorragie méningée, donc ils sont intubés, ventilés et tout, ils ne répondent pas aux commandes verbales, on leur dit bouger la main, fermer les yeux, tirer la langue, ils font rien. Ils peuvent être réveillés, mais ils peuvent être dans le coma. Et en tout cas, il n'y a aucune preuve clinique qu'ils sont au moins en état de tension minimale. Ils ne suivent pas des yeux, ils ne répondent pas de leur manière adaptée et tout. Ils sont au moins. Alors, par exemple, je vous dis ici, on prenait ceux qui suivaient des yeux, mais pas ceux qui répondaient aux commandes verbales. On appelle ça MCS- ou MCS-. Donc, c'est les malades qui suivent juste des yeux. Et on enregistrait l'EEG, on leur demandait de manière répétée bouger la main, on attendait 10 secondes, on enregistre l'EEG, arrêtez de bouger la main. On attend 10 secondes, on enregistre l'EEG et on fait ça plein de fois. Et après, en analysant l'EEG avec des techniques de machine learning appliquées sur un paramètre extrait de l'EEG qui est les puissances spectrales, c'est un peu de la cuisine de traitement de signal, mais en fait c'est assez rustique, quoi. On regarde les puissances de différentes bandes, d'alpha, bêta, gamma, etc. Entre les périodes où c'est censé bouger et pas bouger, et on regarde, alors nous à l'œil on voit rien, sinon ce serait trop facile, quoi. Mais on regarde si un algorithme est capable de faire la différence. Et s'il est capable de faire la différence, on dit bon, il y a une différence entre les périodes d'EEG où le malade, on lui demande de bouger, pas bouger. Donc en fait, l'interprétation la plus simple, c'est qu'en fait, peut-être il essaie de bouger. C'est pas sûr, mais c'est l'interprétation la plus simple. Donc ça, par exemple, c'est chez les sujets sains. Quand c'est vert, on leur demande de bouger, et en ordonnée, là, c'est le décoding de l'algorithme de machine learning. Et donc là, il dit ouais, moi j'ai l'impression que le mec est en train d'essayer de bouger. Là. Donc ça monte. Et après, en rouge, on lui demande de pas bouger, et l'algorithme il dit ah bah oui, là j'ai l'impression qu'effectivement il est en train de pas bouger. Donc ça ressemble un peu à la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure sur l'effet Bold, joue au tennis, arrête de jouer au tennis, sauf que là c'est basé sur l'EEG, et c'est moins précis, quoi. Là on regarde juste tout l'EEG, on ne va pas sonder la moitié supplémentaire, donc c'est un peu moins précis. Et chez les patients, donc unresponsive patients, donc là c'est nos patients qui ne répondent pas à la commande verbale, et on a des patients comme ça qui répondent. Alors c'est moins joli que chez les contrôles évidemment, mais on a l'impression que ça colle avec les consignes. Et là c'est la figure où vous voyez en orange le décoding des sujets sains, donc là ça monte très haut dans la prédiction de il est en train de bouger ou il est en train de pas bouger. Et les patients bleus là, c'est les patients répondeurs, vous voyez que c'est moins joli, mais quand même on a l'impression qu'ils essayent un peu peut-être de bouger. Et alors, on a trouvé 15% de malades aussi comme ça. Donc, le même chiffre que chez les patients chroniques. Et maintenant, la dénomination de ces malades, c'est dissociation cognitive-motrice. C'est le terme proposé par Nico Schiff. C'est un peu comme dans les années 70, quand on ne savait pas comment appeler les états végétatifs, chacun y avait son petit nom. Là, il y a eu un peu le même truc depuis 10 ans. Ça s'est appelé l'opt-in syndrome fonctionnel, MCS étoile. Genre plus riche que MCS détecté juste sur le. Et en fait, là, le terme qui est en train de gagner, j'ai l'impression que c'est le terme proposé par Nico Schiff à New York, qui est Cognitive Motor Dissociation, c'est très descriptif. Dissociation entre le comportement moteur et la cognition. Elle est plus riche. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que ça c'est de la détection? Est-ce qu'on détecte vraiment des trucs? Est-ce que c'est vrai, quoi? Est-ce que le malade essaie de bouger ou pas? Est-ce qu'il est un peu conscient? Est-ce qu'en fait il serait un peu en état de puissance minimale, voire même plus riche, mais avec une paralysie par exemple? Et une façon de démontrer un peu indirectement que oui, on détecte probablement quelque chose, c'est que les malades qu'on détecte CMD à la phase aiguë en réanimation, ils ont 2 fois plus de chances de répondre cliniquement à des commandes verbales, c'est la main, tirer la langue, etc., dans le jour qui suit l'enregistrement. Et surtout, à 1 an, ils ont 3 fois plus de chances d'être autonomes à la maison 8 heures. Donc, en fait, l'idée qu'on se fait, c'est qu'avec ça, on détecte des malades qui sont en train d'émerger, qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de commencer à avoir de la cognition consciente, qui sont presque capables de répondre aux ordres simples, mais pas suffisamment pour bouger la main. Bon, ça, on ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Et donc, du coup, la classification des états de conscience, maintenant, ça ressemble à ça.
Donc vous vous rappelez le truc que je vous ai montré, éveil, conscience, avec les petits nuages et tout. Maintenant, c'est complètement, c'est plus du tout d'actualité. Donc là, ça c'est la dernière qui a été publiée en 2021. Et vous voyez qu'il y a une troisième dimension. On va pas aller détailler, hein. Et cette troisième dimension, c'est les examens d'exploration du fonctionnement cérébral en fait. Et donc, dissociation cognitivo-motrice, c'est là. Les patients qui peuvent être cliniquement comateux, VS, AWS, c'est Vegetative States / Unresponsive Wakefulness Syndrome, on n'en a pas parlé, mais l'état végétatif, les collègues de Liège ont proposé en premier un autre terme alternatif pour plusieurs raisons. Et en français, c'est état d'éveil non répondant. Une des raisons pour eux, au début, c'était que l'état végétatif, c'est très péjoratif, ça fait penser au végétal. Alors qu'en réalité, les gens qui ont proposé ce terme, c'était fait c'était fait exprès en fait. Parce qu'ils disaient, oui, quand on discutait avec des familles, entre docteurs, et si on commence à dire, oui, il est dans un syndrome apalique, les familles, c'est pas des mots qui vont. Enfin, ça leur parle pas trop, quoi. Alors, état végétatif, certes, ça fait penser à végétal, mais en même temps, dans la conception qu'on avait à l'époque d'état végétatif, c'est pas non plus hyper éloigné, quoi. Et puis ça faisait aussi référence au système nerveux autonome, avec les fonctions végétatives qui sont préservées, qui contrôlent le rythme cardiaque, la pression artérielle, la ventilation, le tube digestif, etc. Donc eux, ils ont dit, bon, ben, nous, on trouve ça bien, ça parle aux neurologues, ça parle aux familles, c'est pas très loin de la réalité, et voilà. Mais maintenant qu'on sait qu'il y en a 15% qui sont en état plus riche, déjà ça pose problème, et puis c'est plus dans l'air du temps, quoi, d'appeler des mal comme ça. Donc, état d'éveil non répondant. Donc, voilà. Donc, on peut être dans cet état clinique, et en fait avoir une cognition plus riche, et donc on est en état de dissociation cognitivo-motrice. Unresponsive Wakefulness syndrome d'éveil non répondant en français. Celui-là, je le prends. Voilà. Et donc, alors après, donc là, je vous ai montré plein deux techniques pour aller au-delà de l'examen clinique. Et il y en a plein d'autres en fait. Et nous, on utilise de l'EEG, haute densité, des marqueurs qu'on extrait de l'EEG, qu'on compare à notre base de données. C'est les slides que j'ai sauté un petit peu. On utilise des potentiels évoqués cognitifs où on fait goûter des sons et puis on regarde un peu comment le cerveau réagit à ces sons pour en inférer que c'est des traitements de bas niveau sensoriel ou plus riches avec des éléments mnésiques et des éléments de modulation attentionnelle, etc. Donc on fait plein d'examens comme ça. Et d'ailleurs, des fois, plus on fait des examens, plus on se met dans une position où on peut avoir des examens qui sont discordants, et on est bien embêté. Et en fait, quand on prend ces patients pour un bilan d'une semaine, nous on leur fait des objets, des machins, mais les soignants ils s'en occupent et ils ont une opinion de comment il est malade. Ils ne sont pas en train de s'occuper d'un sac de patates, quoi. Ils s'occupent d'un humain et ils ont une intuition, ils ont un feeling de est-ce que le malade il est un peu conscient, beaucoup passionnément. Et donc c'est comme ça qu'est né Doc Feeling. Et donc, si vous avez des questions, on va prendre des questions et après sinon on passe la parole à Gwen qui va vous raconter l'aventure Doc Feeling. Alors merci pour votre accueil déjà. Juste pour vous situer un peu moi, j'ai commencé à la Pitié-Salpêtrière il y a 22 ans maintenant, en tant qu'aide-soignante. Ensuite j'ai fait infirmière, donc 11 ans de réanimation. Et aujourd'hui je suis encore là en pratique avancée, diplômée de novembre, voilà, et je me suis spécialisée dans l'épilepsie et j'ai toujours travaillé en neurologie. Voilà. Donc du coup, comment est venu le Doc Feeling? En fait, il y a déjà l'expertise de la Pitié-Salpêtrière, donc ça a été initié par le professeur Lionel Nakache. En 2008, c'est passé en doc, donc aujourd'hui, il y a eu plus de 500 évaluations de ces patients. Donc ça demande une expertise parce qu'on est aussi bien sur les patients aigus que chroniques. Et donc, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, on est sur des patients coma végétatifs de perfusion minimale pour arrêt cardiaque, traumatisme crânien. Donc, c'est par définition des patients qui sont non communicants, donc l'évaluation de conscience est difficile pour ce genre de patients. Je ne vais pas revenir sur le volet diagnostic avec l'examen, on l'a déjà vu. Et donc, l'idée était que lors de la visite du matin, les médecins venaient nous voir et nous disaient simplement qu'est-ce que tu penses du patient, est-ce que tu as l'impression qu'il est conscient, est-ce qu'il est là, pas là, et c'est parti de ça en fait. On s'est dit pourquoi ne pas utiliser cette expertise
expertise des soignants, un peu, donc, d'où le feeling, un peu ce côté subjectif, avec les soins répétés auprès des patients dans la journée, pour en faire une évaluation à proprement parler. Donc on s'est déjà interrogé sur l'intérêt, la volonté des soignants pour participer à cette évaluation. Qu'est-ce que ça pouvait apporter en plus à ce bilan de conscience, quelle allait en être la valeur, le bénéfice pour les patients, et qu'est-ce qu'on pouvait apporter en plus dans cette prise en charge. Et donc du coup, de par ce temps prolongé auprès des patients, on s'est dit pourquoi pas faire participer tout le service, donc tous les infirmiers et les aides-soignants, toute l'équipe confondue. Et donc pour cela, on a commencé dans un premier temps par faire, justement parce qu'on voulait voir s'il y avait bien la distinction entre conscience et vigilance, parce que c'est des termes finalement qui sont difficiles en termes de définition. Et donc on a fait un questionnaire en ligne auprès des patients où on a mis la définition coma, état végétatif, lock-in syndrome et état de conscience minimale. Et ensuite, on n'a pas mis la terminologie, mais on a décrit les patients, sans mettre le terme en fait. Et on a vu du coup, donc je vais vous montrer après ce qu'ont répondu les soignants. Donc ça c'est les résultats, donc c'est en pourcentage. Donc en tout, on a eu 46 répondants, en sachant qu'on a exprès, mais je pourrais revenir après, on a fait en sorte de ne pas prendre que les soignants du service, c'est-à-dire que même s'il y avait des patients, du personnel du pool ou des intérimaires, on leur expliquait comment ça se passait, pourquoi on faisait ça, pour démontrer que ce n'est pas juste notre expertise neurologique dans le service de réanimation qui apportait quelque chose finalement. C'est vraiment ce côté subjectif de tout soignant, infirmiers et soignants confondus. Et donc du coup, on a commencé, donc on a fait sur, donc en haut le EV c'est la vigilance, donc l'éveil, et le CS c'est la conscience. Donc on a mis plutôt altéré intermédiaire, proche de la normale, on ne sait pas. Donc on a commencé par la terminologie coma, et donc là on voit que les soignants ont mis que l'état de vigilance et de conscience était altéré. Et qu'il y en a, on voit qu'il y en a quelques-uns qui ont mis intermédiaire. Et quand on a décrit le coma, on voit que le plutôt altéré, les résultats sont un petit peu meilleurs. Donc là, on peut voir déjà que dans la description, c'était un peu mieux. Ensuite, on a mis, ça c'est le lock-in syndrome. Donc ici, les soignants ont mis dans plutôt altéré, donc la vigilance et la conscience, ils ont mis moins. Et ensuite, dans proche de la normale, donc il y a eu des résultats assez forts. Donc, déjà, on voit qu'ils sont aussi assez proches. Et dans la description, c'est un petit peu, ils mettent l'éveil, les chiffres sont un petit peu meilleurs, mais on voit que dans ces résultats-là, qu'il y a un problème de terminologie. Déjà, on a commencé à avoir ici le souci. Et ensuite, on a fait pour l'état végétatif, donc la même chose. Donc, on voit que donc, la vigilance et la conscience ont le même résultat. Pareil, donc sur la description, les résultats sont plus forts, mais on voit que finalement, déjà là, l'état de vigilance, les résultats ne sont pas, au niveau de terminologie, c'est quasiment la même chose, donc du coup, ça ne va pas, ce serait plus un coma finalement, et l'état de conscience générale. Donc, en gros, ce résultat sur le questionnaire en ligne nous a vraiment permis de voir qu'il y avait un réel souci au niveau de la terminologie. Et c'est pas évident de comprendre ce qu'est la vigilance et la conscience. Et en fait, je suis en train de me rappeler, mais il y avait aussi des externes et des médecins là-dedans, et c'était pas meilleur. Oui, c'est ça. Je n'ai pas osé le dire, mais je le pensais. On s'en met tous les pinceaux. J'ai pensé, c'est ça. C'est pour ça qu'effectivement, c'est vraiment, pour tout le monde, ça a été compliqué. Du coup, comment on a fait? Dans un deuxième temps, on a été avec mes collègues, donc là j'étais pas tout seul, donc il y avait une autre infirmière avec moi et deux aides-soignants qui ont été interrogés aussi, qui faisaient la même chose que moi. Et en fait, on a été de
façon un peu informelle, demander aux soignants comment ils transmettaient l'état de conscience, de vigilance à leurs collègues sur les transmissions des patients. Et donc il y avait un peu de... donc il y avait des erreurs entre la conscience et la vigilance. Ou alors il y avait aussi certains soignants, et pas mal, qui disaient ce terme-là, conscience-vigilance, c'est fait pour les médecins, c'est médical, moi j'ose pas. Et ils étaient plutôt dans quelque chose à dire il est là, il n'est pas là. C'était plus comme ça. Et donc du coup, je vous ai imprimé des feuilles. Et donc du coup, on a, donc ça c'est le questionnaire qu'on a créé. Donc ça c'est la feuille IDE, mais il y avait une feuille aide-soignante. Je vous en ai imprimé un petit peu. Et donc, au début, on a fait donc, la présence. Donc, on a mis en dessous exprès. Est-ce que tu as l'impression qu'il est là, qu'il n'est pas. Et on a aussi donc, l'ouverture des yeux pour la vigilance. Et est-ce que le patient est conscient, conscient de son environnement. Mais on a aussi, ce qui avait toute son importance, rajouté comment il répondait ou comment on percevait quand on faisait des soins merci, des crises de sang, des réactions à la douleur, donc ça pouvait être sur le visage, sur le scope avec le rythme cardiaque, enfin sur plein de choses. Tout ce qui pouvait nous donner une indication et aussi très important, donc ça c'est ce que Benjamin a dit tout à l'heure, c'était par rapport à la famille, tout ce qui rapporte de la famille. Moi j'ai deux exemples qui sont tout à fait concrets. C'est une fois une maman qui dit mon fils il est conscient, j'en suis sûre, Nous on voyait qu'il n'y avait pas du tout de conscience, il était en état végétatif. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait à la famille de nous montrer ce contact. Et donc, cette maman, ce jeune homme avait le regard quelque part, et en fait se mettait face à son fils, forcément il la regardait, mais sans la regarder en fait, il disait, vous voyez, il me regarde. Donc là, clairement, on voit qu'il n'y avait rien. Et un autre patient, nous on n'avait pas du tout on détectait rien au niveau d'une présence ou quoi. On s'en occupait depuis plusieurs jours, et là c'est la femme qui dit, mais en discutant un peu, qui dit mais il réagit avec moi, il fait des choses, il répond à ce que je demande. Donc là je me dis comment ça? Et donc je dis ce que vous pouvez me montrer. Et effectivement, il réagit, c'est pas du tout avec nous, et en fait il réagissait avec sa femme. Donc ce patient était finalement avec une conscience minimale. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant et très important de prendre en compte les familles, dans un sens ou dans l'autre, pour dire, non, voilà, finalement, elle dit qu'il y a, mais non, il n'y a pas, ou alors, nous, on ne voit pas, et finalement, il y a, comme disait Benjamin, avec les visages, l'organisation. Et donc, aussi, effectivement, les prénoms, on les appelle par leur nom en temps normal, juste quand on fait ce test, on les appelle par leur prénom. Donc, voilà. Donc on a pris comme échelle, donc, ce qui est le gold standard comme échelle. Donc on a gardé finalement celle-ci, après avoir fait... c'est une étude qui a duré 2 ans, qui a duré 2 années à peu près. Je pourrais ajouter un truc. Oui, tout à fait. Parce que si jamais vous lancez dans quelque chose de proche, en fait, vous voyez, en fait, on n'était pas sûr que ça allait marcher dans le film. On ne savait pas, en fait. Donc l'échelle très méta, où l'appréciation globale, ça, genre, sur l'échelle visuelle analogique de l'état de conscience d'un patient dont je viens de m'occuper depuis 8 heures ou 12 heures. Donc là, les soignants répondaient. Mais en fait, au cas où ça ne marchait pas, on avait prévu un backup et on voulait comprendre pourquoi ça ne marche pas. En fait, les soignants auraient pu être mauvais, quoi. Ou avec un énorme biais sur détection d'états de conscience minimaux, par exemple. Et donc, du coup, après, une fois qu'on leur demandait l'appréciation globale, eh ben, on avait plein de petites sous-questions, quoi. Genre l'ouverture des yeux, là c'était un peu, on voulait voir l'éveil, quoi, parce qu'on a l'impression qu'il ouvre des yeux, pas l'ouverture des yeux. Le patient paraît-il conscient de lui-même et ou de son environnement, donc là c'était une question plus axée directement sur la conscience d'accès.
Et puis après, il y a plein de trucs, comme vous a dit Gwen, est-ce que vous avez l'impression qu'il réagit aux prises de sang, etc. On s'était dit, si jamais la mesure méta ne marche pas, peut-être qu'essayons de nous donner les moyens de trouver un truc qui marche, quoi. Et ou de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi vous avez choisi un outil analogique sur un truc qui est assez binaire en fait? C'est oui, non, l'ouverture des yeux, c'est oui, non, c'est pas un peu les yeux. Ouais, bah c'est une bonne remarque. C'était pour garder toujours le même outil de mesure en fait. Parce que pour la conscience, pour nous, ça fait sens. Un peu conscient mais pas très conscient. Non, pour la première question, ce qu'on a appelé la présence. Pour ce qu'on a appelé la présence, par exemple, utiliser une échelle de Likert, toujours pas du tout, un peu, moyen, beaucoup. C'est vrai, c'était une option, on a discuté, mais on perd beaucoup de granularité. Et en fait, ce qu'on n'aime pas avec les échelles de Likert, c'est que, par exemple, si on vous demande, c'est la raison pour laquelle on utilise le VR dans la douleur, en fait. C'est que la beauté de l'échelle analogique, c'est qu'une fois qu'on a gradé quelque chose, on peut pas remettre le curseur au même endroit. La seule solution, par exemple, si on code sa douleur, donc je dis voilà, j'ai mal ici, avec le truc qu'on connaît, là, le gradient rouge à bleu, là. Si on vous redemande de remettre le curseur au même endroit, vous allez être moins bon que si on vous redemande de réévaluer votre douleur. Parce qu'en fait, c'est un truc très interoceptif, subjectif en fait. Et en plus, le problème l'intérêt de le VR dans la douleur aussi, c'est si on veut évaluer l'efficacité d'un traitement, vous connaissez ça avec le point, on va arrêter. Si on veut évaluer l'efficacité d'un traitement, si on demande au malade de donner une note, il met 7, et qu'on lui demande une heure plus tard, après l'antalgique, à combien elle est, si on lui demande comme ça, il peut certes réévaluer sa douleur pour de vrai avec un vrai truc d'évaluation subjective de sa douleur, mais il peut aussi décider de vous dire qu'il a plus mal ou moins mal, parce qu'il se rappelle qu'il a des 7, et il peut vous dire bah, c'est 6 ou c'est 8. Quoi. Alors qu'avec une échelle visuelle analogique, c'est pas possible. Ou alors il faut faire des trucs extrêmes. Quoi. Mais en gros, on est obligé de faire appel à son gut feeling, quoi, son ressenti. Et en fait, c'est ce qu'on voulait de nos soignants, on voulait qu'ils fassent appel à leur ressenti. Qui ne rentrent pas dans un référentiel avec soit des termes comme végétatif, etc. On voulait vraiment qu'ils nous donnent leur feeling, et on va voir après dans leur référentiel à eux. Et on va voir que c'est évidemment chacun a un référentiel différent. Il est borné pareil, coma, pas de conscience, il n'y a rien. État de conscience normal, on est tous d'accord, on voit ce que c'est. Et puis après, entre les deux, bon, bah, il peut y avoir des variabilités selon les gens. Mais en fait, on va voir que c'est pas grave. J'ai répondu à la question. Non. C'est pas ça. Ah, pardon. J'ai bien répondu à l'autre question. Non, mais pourquoi pas simplement oui, non, et faire la moyenne des évaluations? Alors, la question c'est le malade est-il conscient, oui ou non? Et vous allez le savoir si le malade est conscient. Alors en fait, donc ça, en fait, pourquoi ça peut être. En fait, ce qu'on a fait déjà, c'est moi, je suis anesthésiste. Ben non, mais par exemple, un malade qui a les yeux fermés, mais quand on lui fait une prise de sang, on a l'impression qu'il commence à. C'est pas juste de la flexion médulaire. On n'a pas envie. Hein? Oui, c'est pas. Il n'est pas conscient comme toi et moi, mais il y a des réactions, donc c'est différents degrés, c'est pas. Mais en plus, il y a l'état de. Mais il n'est pas conscient comme nous, quoi. Ah, c'est aussi conscient que moi. Bah, la normale, ouais. Là, les gens qui nous mettaient là, c'était nous, quoi. C'est nous. Ouais, c'est nous. Ouais. C'est nous. Moi, c'est ça. D'accord. Mais après, je suis d'accord pour ouverture des yeux, on aurait pu faire un truc binaire, quoi. Genre, ils sont ouverts ou ils sont pas ouverts. Bah, mais non, parce que il peut y avoir une réaction des yeux, et puis avoir, ça peut être. Bah, voilà. Ils ont les yeux fermés. Mais là, on voulait faire un truc, on voulait, en fait, une des raisons après, donc ça, nous, on était assez d'accord que pour l'évaluation méta, très subjective de la conscience, on voulait utiliser l'échelle, et ça, on avait discuté, on avait fixé ça là-dessus. Et pour les autres sous-questions, en fait, on voulait utiliser le même outil, quoi, pour pas commencer à faire un truc sur les oradis, on voulait que ça aille vite, en fait, parce qu'on leur demandait à chaque transmission, au couple soignant infirmier qui s'occupait du malade, au moment où ils observaient le malade pendant 12 heures ou 8 heures, selon les shifts, on leur demandait de nous donner ça tous les jours. Donc il ne fallait pas que ça prenne 3 points. Il ne fallait pas que ça prenne. Donc, je reprends. Hein, je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc dans l'idée, c'est ça. Donc à chaque fin. Donc ce qui était très intéressant, c'est que par rapport à l'échelle dont on a parlé tout à l'heure, la CRSR,
c'était en moyenne 3 par semaine, 2 à 3, parce que c'est des examens qui sont assez longs. Et donc nous, il y avait la réanimation et l'unité de soins continus, on avait les deux. Et donc à ce moment-là, il y avait la réanimation en 12 heures et l'unité de soins continus, il y avait 3 équipes, ils n'étaient pas encore en 12 heures. Donc ce qui fait qu'on avait, par semaine, on a été jusqu'à un peu plus de 20 évaluations pour un patient. Donc c'est énorme finalement. Donc voilà, et après je sais pas si, il y a aussi des tas de conscience minimale plus, moins, donc le fait de ne pas mettre simple, on ne sait pas trop d'évaluer, on en a fait la moyenne de tout ça, et du coup ça a été intéressant parce que là on a été finalement dans une, parce qu'il y a un soignant qui pouvait mettre, qui n'arrivait pas trop à évaluer, conscient alors que le patient était dans un état végétatif, mais avec l'intelligence collective, finalement on arrivait à un résultat qui tombait juste. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé que le patient arrive en réanimation, il commence les examens. Sur les premiers examens, ce n'est pas le bilan final, on voit que le patient est mis en état végétatif, sans le bilan final. Et déjà, nous, les soignants, on le mettait en état de conscience minimale. Et finalement, à la fin du bilan, il était en état de conscience minimale. Donc ça, c'est super. Et donc voilà, on prenait du coup la meilleure évaluation de la journée. Parce que les patients dorment, les patients végétatifs fluctuent. Donc on a demandé de prendre le meilleur score de la journée. Voilà, donc finalement c'est ça. Donc ce qu'on faisait au quotidien sans s'en rendre compte, et on a créé cette échelle pour conscientiser et évaluer notre feeling. Donc c'est ce que je viens de dire en utilisant l'intelligence collective et en abrigeant un nombre important de mesures, comme j'ai dit juste là. Voilà, ensuite, donc ça a duré 20 mois, donc on a eu en tout 47 patients. Donc il y a eu en tout 83 soignants et vous voyez que c'est 80% des membres de l'équipe. Et pour dire qu'on n'a pas pris que les soignants de la réanimation de l'unité de soins intensifs. Donc là c'était une moyenne de 12 évaluations, mais comme je vous dis, on est arrivé à la même plus. C'est bon, tu peux un truc qui nous a fasciné aussi, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais dans les feuilles que vous avez entre les mains, on avait mis des petits exemples là, de comment répondre. Donc on avait dit vous pouvez mettre un trait, vous pouvez mettre des bornes si vous ne savez pas trop, et vous pouvez mettre des points d'interrogation si vraiment ça vous ne comprenez même pas la question. Et personne n'a mis des points d'interrogation. Sur les 700, en fait, en plus on a filtré parce qu'on n'a pas pu inclure tous les mails, mais on avait plus 1000 évaluations en fait. 1000 feuilles remplies de ça. Et en fait, personne n'a mis de point d'interrogation. C'est quand même fou. Si on demande à un soignant à la fin de s'occuper d'un malade pendant 8 heures, qu'est-ce que tu penses de son état de conscience, il n'y en a aucun qui dit j'en sais rien, je m'en fous en fait. Ils ont tous une opinion. Quoi. Et après la question c'est comment on recueille l'opinion. Et en fait, finalement sur l'échelle visuelle analogique, ils disent voilà, là c'est pas de conscience du tout, là c'est une conscience normale, moi je le mets là. Et c'est fascinant, ils le font. Genre, ça leur paraît évident, ils ont leur référentiel, et puis il est là quoi. Comme pour la douleur, genre moi j'ai mal. Voilà. Et en même temps, on comprend, quoi. Enfin, déjà c'est des soignants, donc on peut imaginer qu'ils ont un certain profil un peu empathique de s'occuper des gens, normalement. Et puis, quand on interagit avec un autre humain, on a plein de cognitions automatiques. Par exemple, l'humeur, on est hyper bon à ça. Si on a besoin d'être psychiatre pour évaluer l'humeur de quelqu'un d'autre, quoi. Alors on peut se planter, hein. Mais probablement que ce type d'approche collective, là, si on demande à une vingtaine de personnes de mettre sur une échelle visuelle analogique, le mec il est complètement déprimé, il est bord du suicide ou il est normal, on peut s'imaginer qu'il va y avoir du bruit, il y en a qui vont être un peu pessimistes, optimistes, il y en a qui vont aller déprimer partout, d'autres qui trouvent que tout le monde est up. Mais si on prend la médiane d'un certain nombre d'évaluations, moi je suis prêt à parier que ça marche. Comparé à des échelles de psychiatres qui prennent 3 plombs et tout. Oui, je suis désolée, je vais vous poser une question peut-être politiquement incorrecte, du coup, je ne sais rien, mais c'est le mot empathie qui me fait réagir. Ouais. Pourquoi vous mettez de l'empathie dans cette évaluation de connaissance sur la sensation? Ouais. Parce que l'empathie, c'est aller rejoindre l'autre, si je reprends étymologiquement la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais peut-être pas utiliser le mot adéquat, alors, mais... Non, mais c'est dans le sens où c'est une attention. Ce serait, je trouve, du coup,
dévaloriser les compétences des soignants que d'utiliser le mot empathie là où il n'y a pas lieu de l'utiliser. Ouais. Je crois que ça ne relève pas de l'empathie, mais ça relève véritablement d'une connaissance très très fine. Ouais, ou de la conscience professionnelle. Alors après, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut être soignant pour détecter ça? Je sais pas. Je pense qu'il faut être au lit du malade et Ouais. clairement s'occuper de la personne. Hein. Vous n'avez pas intégré les familles? Pas là. Pas là. Ouais. Et donc du coup, le protocole, donc, on prenait les, donc là c'était le séjour hospitalier, une semaine, les patients ils restent une semaine. Il y a 3 docteurs qui vont faire la Komara-Cabriskel, là, les chefs que je vous ai montré au début. Donc 3 évaluations de docteurs, et on prend le meilleur état observé par un des 3 docteurs. Et puis après il y a tous nos soignants, les couples aides-soignants, infirmiers, qui à chaque shift, matin et soir, etc., nous mettent un trait sur doc feeling, quoi, sur l'échelle. Et donc vous allez voir, pour un malade donné, c'est très variable. Mais si on prend, mais après on peut prendre la médiane, on a pris la médiane. On peut discuter. Et donc ça c'est les résultats. Donc ça, chaque colonne c'est un malade, d'accord? On a mis tous les patients en état végétatif d'après le docteur à gauche, en rouge, et tous les patients en état de conscience minimale d'après les docteurs, la CRS, en bleu à droite. Et là c'est les ratings de doc feeling en millimètres, de 0 à 100 mm. Et chaque point là, c'est une évaluation d'un soignant. Et vous voyez la variabilité de fou pour un malade donné. Mais ça varie parce que c'est pas les mêmes gens qui mesurent, ça varie parce que le malade peut fluctuer. Et voilà. Mais en fait, donc ça varie beaucoup. Alors pas pour tous, par exemple celui-là, là, il varie pas. Celui-là, ils sont tous là. Mais il y a là qui varie beaucoup. Ceux-là, ils varient pas trop non plus. Et la beauté, c'est là on va parler de ce qu'on appelle wisdom of the crowd, qu'on traduit en français par intelligence collective, parce que sagesse des foules, sinon c'est moche. Foule, c'est péjoratif en français. Et en fait, donc là c'est la même chose, mais c'est les médianes. Donc en rouge, c'est toujours les patients en état végétatif. En bleu, c'est les patients en état de conscience minimale. Et puis là, on a mis la CRS, la Komara-Cabriskel. Évidemment, la CRS, vu qu'elle est faite pour elle vient avec une définition de l'état de conscience minimale. Plus on a des points en CRS, plus on est en état de conscience minimale. Donc c'est quasiment une relation linéaire. Je peux parler fort, c'est des cours. Donc c'est quasiment une relation linéaire entre la CRS R et l'état de conscience, c'est normal. Mais aussi, c'est quasiment une relation linéaire entre la CRS R et le doc feeling. Et en fait, si on trace une ligne qui est à 16,7 mm, on arrive à distinguer assez bien les états de conscience minimaux avec une AUC pour ceux que ça intéresse à 0,92. Donc c'est un bon pouvoir discriminant. En fait, si on regarde, là, tous les patients, si on met le cutoff ici, il y en a 3. Il y a 3 patients en état de conscience minimale, là, les bleus, qui sont considérés comme végétatifs, et il y en a 3, ici il y en a 2 en fait, il y en a 3 qui sont, d'après les docteurs, en état de conscience, en état végétatif, qui sont considérés en état de conscience minimale par les soignants. Et d'ailleurs, c'est pas évident de savoir qui avait raison, quoi. Ouais. Le cutoff à 16,7, il peut être extrapolable que pour votre équipe? Ou est-ce que... Ouais, je pense. On va pouvoir... Je pense, et d'ailleurs, après, la question des cutoffs, bon, c'est difficile, quoi. Ça dépend si on veut être sensible, spécifique, tout ça. On avait fait un petit tableau où on regardait en gros où est-ce qu'on pouvait placer le cutoff. Et alors, un truc étonnant, c'est ça, on ne s'y attendait pas trop, c'est que, en fait, ça, c'est les aires sous la courbe de la technique en fonction du nombre d'observations. Donc, ça, c'est une observation, donc là, on voit que c'est nul. Et après 2, 3, ça monte assez vite, en fait, et à partir de 5 observations, on plafonne quasiment, quoi. Ça, moi, je ne devrais pas parier, parce que quand on dit wisdom of the crowd, en général, je vais vous montrer après d'où ça vient, quoi, mais c'était plutôt de l'ordre de centaines d'observations. Et en fait, là, on a l'impression qu'avec doc feeling, il n'y a pas besoin de beaucoup d'observations pour avoir un chiffre qui a de la valeur pour dire si notre équipe soignante, ils trouvent plutôt le malade végétatif ou plutôt en état de conscience minimale. Donc maintenant, on l'utilise, on a une version numérique, maintenant c'est fini les feuilles. Parce que les pauvres, elle devait mesurer avec Karine et l'autre. Donc on a demandé aux informaticiens de l'hôpital de nous pondre une petite application. On met le NIP du malade et tout, et on remplit
votre appréciation de l'état de conscience, ça prend 2 secondes et donc, du coup ça marche, voilà, c'est facile quoi. C'est hyper simple et donc on l'utilise. Et alors pour nous c'est hyper précieux parce que, vous vous rappelez au début je vous ai dit quand on évalue un malade, on fait pas un examen. On fait des examens cliniques, on en fait plusieurs, on fait de l'EEG, on fait de l'IRM fonctionnel, on fait tout ce qu'on sait faire. Et maintenant en plus on fait doc feeling. Et plus on a tous les marqueurs qui vont dans le rouge ou dans le vert, plus on est confiant dans notre diagnostic et notre pronostic. C'est hyper important pour nous. Et doc feeling, il a cette particularité que même quand il n'est pas d'accord avec le reste, pour nous c'est hyper important. Parce que par exemple, si on a un malade où l'EEG est catastrophique, l'IRM est catastrophique, tous les faisceaux de substance sont détruits, cliniquement on n'a rien, etc. Et que nos soignants ils nous disent qu'eux ils ont l'impression qu'il est conscient, il y a un problème. Alors, soit le malade il est très particulier, il a des comportements peut-être automatiques qui sont très particuliers, qui induisent en erreur le soignant. Et si les soignants sont induits en erreur par des comportements très particuliers, il y a de fortes chances que la famille soit aussi induite en erreur. Et donc pour nous, c'est peut-être un warning hyper important. Attention, ce malade, il n'est pas comme d'habitude. Parce qu'en général, ça corrèle beaucoup avec nos autres marqueurs. Et à l'inverse, si on a un malade où nous, on a tous les marqueurs au rouge, enfin au vert, et nos soignants complètement végétatifs, c'est aussi peut-être qu'il y a un problème. Voilà, donc pour nous, c'est interpellant et c'est important de le savoir, même quand ça ne va pas dans le même sens. Autrement dit, c'est utile tout le temps. Voilà, alors du coup, donc on l'a publié, ça. Et puis on a fait de la communication, alors ça c'est un petit aparté, mais pour nous c'était aussi un moment où on avait un petit creux de recrutement d'infirmières, etc. Ça vous arrive? Ça nous arrive. Et puis cette activité elle est particulière, là, il faut vous rappeler, là des fois c'est des patients chroniques qui sont dans des états comme ça depuis 1, 2, 3 ans des fois, dans des centres VCEPR et tout. Et on les met en réanimation, avec des infirmières de réanimation qui sont jeunes, dynamiques, qui aiment bien l'action et tout. Et là, elles se retrouvent avec un malade, ça fait 2 ans qu'il est comme ça, avec sa gastrostomie. Bon, c'est pas évident, quoi. Elles n'ont pas forcément toutes, ils sont pas forcément tous signés pour ça, quoi. Et donc on essayait un des rôles du doc feeling, c'était aussi de motiver les gens en disant on fait quelque chose quand même qui se fait pas partout. Et vous avez de la place là-dedans pour participer à l'évaluation de ces malades. Et ça va rendre service aux patients, aux familles, aux soignants qui s'occupent de ces malades. Il y en a des fois, ils ont besoin de savoir si ça sert à quelque chose de continuer à aller voir le proche depuis 2 ans qui a l'air en état végétatif et il se pose des questions. Est-ce que ça sert à quelque chose? Parce qu'il n'est pas là. Voilà. Et bien important aussi, c'est que pour la publication, du coup, tous les soignants ayant participé avaient leur nom dans l'article. Ouais. Elle est là. Co-première autrice. Non, mais tous. Après, il y a eu vraiment tout, à part ceux qui ne voulaient pas, mais ça a été vraiment important pour nous. Et pour les médecins, on a vraiment une super équipe médicale, enfin une super annonce, c'est génial. Et du coup, que tout le monde, ceux qui ne voulaient pas, on ne les a pas évidemment, mais voilà, tous ceux qui ont accepté en tout cas. Ils sont tous dans les remerciements. Les autres qui sont dans les remerciements. Non, mais tu vois, c'est important que leur nom apparaisse. Ouais, on a fait un peu de buzz médiatique aussi, on a fait partie dans le monde. Comme ça, c'est bien pour dynamiser les équipes. Et alors, d'où ça vient ce truc-là donc, on a appelé ça Wisdom of the Caregivers. Donc la sagesse des soignants. Par analogie avec Wisdom of the Crowds. Alors, juste un petit mot, après on arrive à la fin, mais Wisdom of the Crowds, c'est vieux. Ça date d'une publication de 1907. Une petite lettre dans Science de Galton, ça s'appelle aussi l'effet Galton. Et donc en fait, il a fait un truc tout simple, il est allé à une fête, une foire agricole, et il y avait un bœuf, alors je crois qu'il était mort le bœuf, et donc il y avait une loterie. Les gens devaient jouer, ils pouvaient payer 6 pennies, je ne sais pas combien ça fait, mais ça peut être très cher. Et ils payaient 6 pennies pour jouer, et le jeu c'était, il fallait deviner le poids de viande qui allait être débité du bœuf. Voilà, en pounds. Et donc il y a 800 personnes qui ont joué, et ils sont arrivés, alors j'ai converti les pounds en kilos, ils sont arrivés à 543 kilos en moyenne, les 800, 543 kilos de viande, et le vrai chiffre c'était 547 kilos. Et donc il a dit, c'est fou, c'était à une époque, en plus c'est rigolo dans la publication au début, je l'ai relu avant de venir, il dit dans cette période où la démocratie est à la mode et tout, c'est peut-être intéressant de savoir comment est-ce que c'est fiable, etc. Donc il a dit, bah voilà, ça marche super bien. Et alors évidemment, il y a des gens qui sont complètement à côté de la plaque, qui n'ont aucun sens des grandeurs. Mais en fait, probablement, alors après il y a toute une littérature, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette psychologie de la sagesse des foules, je lis un peu, mais évidemment ça ne va pas marcher dans tout, quoi. Et probablement, mon intuition c'est que ça marche probablement pour les grandeurs qu'on est capable
d'ordonner. Autrement dit, si vous ne connaissez rien à l'agriculture et au poids normal d'un bœuf, si on vous met 3 bœufs devant les yeux, vous allez être capable de dire que celui-là il est plus lourd que celui-là, qu'il lui-même est plus lourd que celui-là. Basé sur la taille essentiellement. C'est en général, le volume du bœuf va être corrélé à son poids, quoi. Modulo le ratio graisse, viande, etc. Mais donc on n'a pas zéro connaissance, même si on ne connaît rien au poids d'un bœuf. Moi je pensais que c'était plutôt de l'ordre d'une tonne d'ailleurs. On est capable, on a quand même un feeling on peut les ordonner. Et si on revient au trouble de conscience par exemple, même si on ne connaît pas les définitions exactes du coma, l'état végétatif, etc., si on vous montre 3 malades avec des niveaux de conscience différents, il y a de fortes chances que la plupart des soignants soient capables de dire celui-là, il me paraît plus conscient que celui-là, qui lui-même me paraît plus conscient que celui-là. Donc on est capable d'ordonner cette grandeur. Et le fait qu'on soit capable de les ordonner, ça veut dire qu'on a quand même quelque part une représentation intuitive d'une espèce d'échelle interne. Et si on la met sur notre propre échelle, il y a de l'information, c'est pas juste du bruit, quoi. Mais là-dessus, sur cette information, va se rajouter du bruit et éventuellement des biais, des gens qui vont être optimistes, pessimistes, etc. Mais un des concepts clés de la sagesse des fous, ou de l'intelligence collective, c'est que à la fois le bruit et les biais, a priori, ils doivent être à peu près distribués de manière normale à l'échelle d'un groupe. Alors, sauf après, c'est des phénomènes de groupe, tout le monde est dans le même délire, mais normalement, si les gens sont à peu près indépendants, ça doit s'atténuer. Et c'est ça un peu l'idée de la sagesse des fous. Et donc c'est un peu à la mode, hein, vous voyez là, l'intelligence collective, donc Galton, alors c'était Nature, pardon, c'était pas Science, en 2007, donc tout petit papier, puis après, là récemment c'est des gros journaux, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des grandes revues médicales internationales, et donc on y va, les radiologues qui se mettent à plusieurs pour détecter des anomalies sur des mammographies, des dermatologues qui se mettent à plusieurs pour savoir s'il faut biopsier ou pas le petit grain de beauté, etc. Et systématiquement, dans ce type d'exercice, les gens trouvent que l'output du groupe est meilleur que l'output individuel de chacun des membres du groupe. Alors maintenant, si vous voulez, on peut essayer de faire on va voir si on est assez nombreux pour faire de la sagesse des foules. Si vous avez un smartphone, on va faire 2 petites questions rapides, parce qu'après, il faut qu'on y dans la salle. Mais avec... il faut faire ça, alors ça, je sais pas si ça a marché de loin, le QR code, mais sinon vous tapez sur votre moteur de recherche. Ça marche? Sinon vous faites Booklab avec 2 O. W-O-O. Il n'y a pas de question pour l'instant. Non, il faut juste... Non, c'est normal. C'est une première, hein, ça a peut-être complètement foiré. Parce qu'on n'est pas 800, quoi. On n'est pas 800. Donc c'est Booklab, wooclap.com, c'est une application de sondage. / Vox Populi, c'était le titre de l'article de Galton en 1907. C'est bon, vous êtes tous sur Booklab? Ça marche pas? Vous n'avez pas de smartphone? On les a pas avec nos smartphones. On les a pas dans nos poches. On va voir, ça n'a pas marché. Hein, On est plus de 5. Ouais. On reprend la série, il y a une question. Estimez le poids de mon téléphone, c'est ça? Ouais, il a une coque. Ouais. Sinon c'est trop facile. C'est juste le prix en fait. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est juste prix collectif, quoi. Ah, c'est une pierre question. Ouais. Ah oui, c'est pas mieux. Je me suis dit que ce serait plus facile que les bœufs, que les bœufs. Je sais pas si on change, c'est nous qui. Ah oui, il faut le mettre en kilos. En grammes. Ah, vous êtes 7 connectés. Il n'y en a que 2 qui ont voté. Moi j'appuie par erreur sur le bouton. Je vous rappelle que l'anesthésie. Ouais. Je vais le relancer. Vigilant. Voilà, là vous êtes 8. Allez, on y va. Donc le poids en grammes de mon téléphone. Hein? Non, sans le. Combien ça pèse? Ah, il y a déjà plus de candidats. Faut pas trop réfléchir, hein, vous prenez la tête. Parce qu'on y est
Il n'y a pas les noms, hein, on ne sait pas qui c'est. Hein. Et c'est quelle marque? Ils sont en 200. C'est un iPhone 8 avec une coque OtterBox. Ah ouais, mais moi j'ai fait un iPhone 7. C'est bon? Bon, alors regarde. Voilà, j'ai fait ça. Ah, pardon. Alors on va regarder les résultats. Attention, suspense, ça compte. Statistiques. Alors, donc ça va de 100 à 200 grammes, donc c'est quand même. Déjà l'ordre de grandeur est bon, quand personne n'a mis des kilos et tout. Et puis. Et donc si on imagine la moyenne, alors j'ai pas. Ah, mais ça y est, il a calculé la moyenne. 150. Et bien la vraie réponse c'est 194 grammes. Et alors maintenant, plus dur, la distance Terre-Lune en kilomètres. La distance Terre-Lune en kilomètres. Ouais. Sur le bouton, mais tu peux le taper, le chiffre. Ah, c'est vrai? D'accord. C'est ça. Il parle à la réflexion. Alors, encore 3, 4. Là, il faut du monde. Il faut mettre quelque chose tous, les 9. Ouais, faut mettre un instant. Parce que là, l'idée, c'est d'être déjà dans le bon ordre de grandeur, quoi. C'est 150. 150 km. Ouais. Tu prends la 6 et tu sors. Ça nous met des resserres. Allez, encore 2. Non, c'est bon? Vous m'avez dit? On va voir si on est collectivement. On y va? Oui, allez. Ah bah, là, Non, on va pas recommencer. non, c'est bon. Mais tout le monde a dit 0, mais c'est. Ah non. Mais là, il y a un qui a voté là. Ah, mais peut-être. Parce qu'on est sorti, Ah, oui, d'accord, c'est parce que d'accord. Donc la moyenne, elle est là. Alors là, joker. Vous êtes prêts? Quand il n'y a pas beaucoup d'évaluation, et surtout quand il y a des grandeurs comme ça où on peut quand même. Il y en a qui partent dans des années-lumière et tout des fois, la médiane, c'est meilleur que la moyenne. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Donc là, la médiane, vous avez mis 300 000. Et c'est 320 000. Ouais, alors 350, voilà. Donc vous êtes collectivement intelligent et vous pouvez vous mettre à faire. Là, je suis bluffé quand même. Mais bravo. C'est intéressant quand même, ça. Et les réponses, on peut voir là, il y a du 400 000, 500 000. 400 000, 500 000, 150 000. Alors là, voilà, il y a une valeur extrême, là, 57 millions. 200 000, 120 000, 1500, 465 000. Voilà. Alors que bon, personne ne sait quoi en fait. Mais à l'échelle du groupe, ça marche pas trop mal en fait. Parce que. Voilà, merci. C'est là qu'ils sont intéressés par la neuroanimation. Il y a un DU de neuroanimation. Et il y a un congrès de neuroanimation. Nice 6 d'une.